à tous et toutes de votre présence et aussi de votre patience. Le micro va se rallumer. Je suis extrêmement heureux d'être ici au légendaire Monty et de faire la connaissance de l'équipe qui m'anime, et puis aussi de retrouver évidemment mon ami et complice en écriture, Tom de Dewarder, ainsi que Stéphane Van Den Hede, que je vois trop rarement, mais que j'ai le plaisir également de voir dans ce coin-ci. Et merci à Nadia et à Christine pour leur organisation. Alors, on m'a proposé d'introduire au débat qui se déroule aujourd'hui au niveau des Nations Unies sur la question de la croissance, à partir d'un rapport que j'ai remis aux Nations Unies il y a maintenant quelques mois, au milieu de l'année 2024, qui s'interrogeait sur la question de savoir si on pouvait lutter contre la pauvreté sans recourir à la croissance. Et ce rapport, je l'ai préparé parce que je voulais mettre en question l'idée que la seule manière de lutter contre la pauvreté était de procéder, comme ça se fait habituellement, à travers une séquence en 3 temps, en créant de la richesse monétaire, en créant de la croissance, en augmentant le PIB, premier temps. Deuxièmement, en taxant les entreprises et les ménages les plus favorisés. Et puis, dans un troisième temps, en redistribuant à travers le financement des services publics et la protection sociale, ce qu'on avait pu recueillir comme revenus par l'impôt. Et ça, c'est la manière classique de lutter contre la pauvreté, mais elle affronte aujourd'hui un ensemble de défis. Elle rencontre une série de limites que j'ai voulu, dans ce rapport, montrer pour identifier d'autres manières de lutter contre la pauvreté. Et je l'ai fait, ce rapport, dans un contexte où, de toutes parts, des voix s'élèvent pour dénoncer le caractère insoutenable de la trajectoire qui est aujourd'hui la nôtre. En fait, on peut résumer les choses de la manière suivante, en disant que dans l'après-guerre, on a voulu reconstruire une économie sur base de ce qu'on appelle le compromis fordiste, du nom de l'industriel Henry Ford. Et ce compromis fordiste consiste simplement à favoriser la prospérité de l'économie en redistribuant les gains qui résultent de la croissance entre les travailleurs et travailleuses, récompensés par des augmentations de salaire pour les gains de productivité, l'État qui, à travers l'impôt, finance les services qu'il rend à la population, et les actionnaires, les propriétaires du capital, qui sont récompensés sous forme de profits qui leur sont redistribués. Et en gros, le compromis fordiste consistait à dire qu'on allait partager les fruits de la croissance en donnant un tiers aux travailleurs et travailleuses, un tiers à l'État, un tiers aux propriétaires des entreprises, aux détenteurs du capital. Et sur cette base, s'est fondée la croissance économique de l'après-guerre, qui a fonctionné de manière assez spectaculaire pendant une trentaine d'années après 1945. Et c'est en fait au moment même, au début des années 1970, où on a commencé à réaliser que la croissance, en réalité, n'était pas simplement un bienfait, mais rencontrait toute une série de limites, que tout d'un coup, paradoxalement, alors même qu'elle commençait à être critiquée et remise en question, la croissance est devenue encore plus indispensable. Pourquoi ? Parce qu'en 1973, les pays producteurs de pétrole font monter de manière très significative les prix du pétrole pour, au fond, sanctionner l'Occident pour son soutien à Israël au cours de la guerre du Kippour. Et la crise économique qui en résulte est considérable. Elle amène beaucoup d'entreprises à devoir, au pire, se mettre en faillite, au mieux, licencier du personnel. Et donc les dépenses sociales ont augmenté brutalement au milieu des années 70 à cause de cette crise, les coûts pour la collectivité du financement des allocations de chômage en particulier, en même temps que les revenus de l'État diminuaient en raison de la crise. Et donc il fallait à ce moment-là créer de la croissance pour créer de l'emploi pour tous ces travailleurs et travailleuses qui venaient de perdre leur travail, et il fallait de la croissance pour permettre à l'économie de redémarrer et pour que l'État puisse augmenter
les revenus à sa disposition. Et donc, les États se sont retrouvés pris au piège de devoir créer de la croissance pour que la machine économique puisse tourner. Et cela au milieu des années 70, alors même que, au même moment, les scientifiques nous avaient alertés sur les limites de la croissance et sur le fait que celle-ci, au fond, promettait bien davantage qu'elle ne pouvait véritablement fournir de bien-être. Et donc je voudrais, en fait, pour introduire aux thématiques du rapport et expliquer un petit peu comment aux Nations Unies le débat aujourd'hui est lancé sur les limites de la croissance, essayer de tester avec vous 6 messages. Et le premier message, c'est que l'augmentation du PIB, du produit intérieur brut, est encore largement vue aujourd'hui comme une condition de réduction de la pauvreté. Le PIB, vous le savez, c'est une mesure du progrès économique, avec beaucoup de guillemets, qui vient du début des années 40, des travaux d'un économiste qui s'appelle Simon Kuznets, et à qui le président Franklin Delano Roosevelt avait demandé de mesurer la performance de l'économie américaine pour voir si l'économie parvenait à surmonter les impacts de la grande crise économique déclenchée par le krach boursier d'octobre 1929. Et donc, Simon Kuznets, à qui on demande ce travail, remet une proposition qui est de mesurer, au fond, la production totale de l'économie américaine sur une période donnée, 1 an, et il appelle ça le produit intérieur brut, Gross Domestic Product en anglais, c'est la mesure de l'activité économique sur une période donnée. Et Kuznets a bien conscience que ce PIB n'est pas équivalent au bien-être, au bonheur, et que ce PIB est défini avec toute une série de choix politiques contestables. Par exemple, on intègre dans le PIB la production d'armes, on intègre la production de tabac, on intègre la prostitution, y compris là où elle est illégale. Et alors pour calculer le poids de la prostitution dans le PIB, ben on regarde le nombre d'hommes entre l'âge de 25 ans et l'âge de 50 ans et le nombre de célibataires, et on calcule la présence de la prostitution dans l'économie d'un pays pour assurer la comparabilité entre pays. C'est tout ça le PIB. Et donc, le PIB est devenu la mesure du progrès économique. Et elle est notamment, cette mesure, vue comme une condition de lutte contre la pauvreté. En fait, la séquence que j'ai évoquée, que vous avez sous les yeux, consiste à dire que pour lutter contre la pauvreté, il faut augmenter la richesse monétaire, taxer et redistribuer. Mais cette manière de lutter contre la pauvreté rencontre aujourd'hui toute une série d'obstacles. Le premier obstacle, c'est que la capacité des États à recueillir l'impôt, donc à financer les politiques publiques par l'impôt, est de plus en plus remise en question. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que dans une économie mondialisée, il est devenu de plus en plus difficile pour les États de taxer les entreprises sur leurs bénéfices, étant donné les stratégies d'optimisation fiscale auxquelles les entreprises recourent, qui consistent notamment, pour les entreprises se déployant sur plusieurs juridictions, sur plusieurs territoires, à choisir de déclarer leurs profits, au pire dans des paradis fiscaux, au mieux dans des pays où la fiscalité sur les bénéfices des entreprises est la plus faible. Ceci explique que beaucoup d'entreprises qui font un chiffre d'affaires à l'échelle mondiale déclarent leurs profits en Irlande, au Luxembourg, dans les pays baltes, où la fiscalité sur les entreprises est de l'ordre de 12-13%, ou même dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire pratiquement ne payent pas d'impôts sur leurs bénéfices. Et les ménages les plus favorisés, eux aussi, à travers le recours aux services de conseillers fiscaux, parviennent à très facilement éviter l'impôt par des stratégies parfois illégales et parfois légales d'optimisation fiscale pour réduire l'assiette imposable. Donc ça devient difficile dans une économie mondialisée pour l'État de collecter l'impôt. Et ceci d'autant plus que les États sont en concurrence pour attirer l'investissement.
et savent que s'ils sont trop gourmands, s'ils augmentent le taux d'imposition sur les bénéfices d'entreprise, les entreprises vont simplement s'arranger pour déclarer leurs profits ailleurs. C'est en ce sens que Donald Trump aujourd'hui est en train d'exporter l'inégalité à l'échelle mondiale. Vous savez que sous Donald Trump en 2016-2020, il avait déjà fait baisser la fiscalité sur les entreprises de 35% à 25%. Il annonce maintenant une baisse supplémentaire à 15%. Tous les États du monde risquent de devoir baisser le taux d'imposition des entreprises parce que ces États savent que sinon les entreprises vont déclarer leurs profits au sein du groupe de sociétés que constitue l'entreprise multinationale aux États-Unis ou dans un paradis fiscal quelconque. Alors, la deuxième limite que l'on rencontre aujourd'hui dans cette approche, c'est que le système de redistribution à travers l'État-providence rencontre certaines limites. Et en particulier, dans son souci permanent de lutter contre la fraude et d'éviter que les politiques sociales bénéficient à des ménages qui n'en ont pas vraiment besoin, on a multiplié dans les politiques sociales les mécanismes de contrôle, de surveillance, de screening des ménages qui perçoivent des allocations. Et du coup, les ménages les plus défavorisés, les ménages en pauvreté, rencontrent des difficultés toujours plus grandes pour percevoir ce qui leur est dû en matière d'allocation familiale, en matière d'allocation de chômage, en matière de pension ou d'allocation de maladie, invalidité. C'est ce qu'on appelle le non-recours à la protection sociale. Paradoxalement, ce sont les ménages en précarité qui ont le plus de difficultés à satisfaire aux exigences, d'aller remplir des formulaires en ligne, de réunir des documents administratifs, de prouver qu'on n'a pas d'autres sources de revenus, et qui parfois souhaitent rester sous le radar des services sociaux parce que, par exemple, ils ont parfois fait du travail en noir, ils veulent surtout que cela ne se sache pas, et donc ils se tiennent, si vous voulez, à l'abri de tout contact avec les services sociaux, et donc ne réclament pas ce à quoi ils ont droit. Et donc, la redistribution par l'État social est rendue de plus en plus difficile. Alors, outre le fait que ça fonctionne donc de moins en moins bien, ce mécanisme de la redistribution fordiste, la manière dont on a habituellement voulu lutter contre la pauvreté place les États sous le chantage permanent des entreprises, dont l'État dépend pour pouvoir se financer. En fait, dès lors que l'on dépend de l'augmentation de la richesse monétaire pour financer les services publics et la protection sociale, les entreprises peuvent très aisément recourir au chantage à l'emploi, au chantage à la délocalisation, et dire en fait au gouvernement, si vous ne nous laissez pas faire, si vous nous taxez à des niveaux trop élevés, ou si vous réglementez de manière trop étroite nos activités, finalement, nous n'allons pas pouvoir produire en masse pour satisfaire les besoins de consommation de masse, nous n'allons pas pouvoir créer les emplois dont vos électeurs et vos électrices ont besoin. Et les États sont pris au piège. En fait, c'est pour ça que les États sont tellement sensibles aux attentes des acteurs économiques dominants, c'est parce que ce sont ces acteurs économiques qui sont les champions des économies d'échelle, de la production de masse et des chaînes mondiales d'approvisionnement dont les gouvernements dépendent pour l'efficacité de l'action publique. Donc, ce système est aujourd'hui remis en question, il est grippé, et le deuxième message que je voudrais vous lancer ce soir, le deuxième message que vous trouverez dans ce rapport, c'est que en continuant de se focaliser sur l'augmentation du PIB sous prétexte de lutter contre la pauvreté et de réduire les inégalités, nous entrons dans une démarche qui devient contre-productive. La notion de contre-productivité est une notion que j'emprunte à Ivan Illich, qui est un des grands penseurs de l'écologie politique dans les années 1970, et elle désigne l'idée qu'au-delà d'un certain seuil, certaines politiques
peuvent finalement déboucher sur des effets pervers où les inconvénients commencent à l'emporter sur les bénéfices qu'on attend d'elle. Et je prétends que la quête de PIB, la quête de points de croissance, a atteint ce seuil où cette quête devient contre-productive. En fait, ce constat n'est pas tout à fait nouveau. Vous savez qu'en 1972, à la demande du Club de Rome, des chercheurs et chercheuses du MIT ont publié cet ouvrage très important, Limits to Growth, Halte à la croissance. Donella Meadows et son mari, Dennis Meadows, étaient à la tête de cette équipe de chercheurs qui, pour la première fois, utilisaient des modèles et des ordinateurs pour faire des projections sur l'utilisation de ressources et sur les déchets et la pollution que l'on produit avec la croissance. Et ils estimaient, en 1972, que le moment de l'effondrement, du collapse, ce serait autour de 2030, avec des schémas, des équations très convaincantes, et la remise à jour de ce rapport qui a été faite en 2004 a montré qu'ils avaient très bien anticipé les évolutions que l'on connaît depuis. En fait, leur prévision s'avère jusqu'à présent extrêmement exacte sur l'épuisement de la capacité de nos écosystèmes à continuer à nourrir nos modes de production et de consommation. Donc cette critique écologiste, elle était bien établie au début des années 1970. Et puis, peu après que ce livre, Halte à la croissance, ait été publié, un économiste de Stanford, qui s'appelle Tibor Skitowski, publie en 1974 The Joyless Economy, l'économie sans joie. Cet économiste est largement oublié et pourtant il est remarquable. C'est le premier économiste à avoir testé les théories économiques avec l'aide de ce qu'on appelle aujourd'hui des neurosciences. En fait, ce à quoi Tibor Skitowski s'intéressait, c'est qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui fait que nous avons du plaisir à consommer? Qu'est-ce qui, finalement, dans l'expansion des possibilités que le progrès économique, entre guillemets, nous donne, nous fait vraiment vibrer? Et le constat de Tibor Skitowski, c'est que le sentiment de félicité, de joie, ne vient pas de ce que tous nos besoins élémentaires sont satisfaits, de ce que nous n'avons pas faim, pas soif, que nous avons un bâtiment où dormir qui est suffisamment bien chauffé. Non, ce qui vraiment nous donne de la joie, du plaisir, c'est le changement d'état. Nous avions faim, nous mangeons, nous nous sentons mieux. Nous avions soif, nous buvons, nous nous sentons mieux. Et c'est ce qu'il appelle le plaisir. Le plaisir qui est autre chose que l'absence d'inconfort. Et ce que nous fait remarquer Tibor Skitowski, c'est que, en fait, nous ne nous contentons pas de l'absence d'inconfort. C'est pas suffisant pour nous. Nous avons besoin régulièrement d'un choc d'excitation nouvelle, d'émotions nouvelles, d'un changement d'état permanent. Nous sommes en quête permanente de nouveautés. La métaphore qui me paraît la plus apte à traduire ce que Tibor Skitowski cherche à nous dire, c'est celle d'une conductrice de voiture qui a beaucoup de plaisir une fois qu'elle sort de l'agglomération, qu'elle rejoint la bretelle d'autoroute, à passer de 30 à l'heure à 120 km/h. Là, c'est vraiment quelque chose de très jouissif quand on peut enfin pousser sur la pédale de l'accélérateur. Par contre, faire 150 km ou 1000 km vers Marseille en étant constamment à 120 à l'heure, ça c'est vraiment très emmerdant. Et donc, la vie des gens est très emmerdante tant qu'ils sont simplement dans un confort satisfaisant. Ce qu'ils veulent, c'est constamment du neuf. Et je pense que notre tolérance incroyable à l'égard de l'obsolescence programmée des objets de consommation courante tient au fait qu'intuitivement nous percevons que c'est ce choc de dopamine qui déclenche le circuit de la récompense dans nos cerveaux, la dopamine venant inonder, si vous voulez, notre cerveau d'une forme d'excitation. Nous avons besoin régulièrement de ce choc que nous donne la consommation d'un objet neuf, la découverte d'un nouveau gadget électronique. Et donc, Tibor Skitowski nous dit la croissance va nous décevoir. Nous ne serons jamais satisfaits
nous voudrons toujours davantage. Je ne sais pas à quelle génération de smartphone on est, mais on est très heureux de changer de smartphone, même quand le smartphone en sa possession, on n'en utilise que 20% de ses capacités. C'est mon cas, par exemple. Et donc, on est en quête permanente d'émotions nouvelles. La croissance va constamment nous décevoir. On voudra toujours davantage. 1976, on reste dans les années 70. Fred Hirsch, un économiste trop tôt disparu malheureusement, publie Les limites sociales de la croissance, The Social Limits to Growth. Et là, Fred Hirsch nous dit quelque chose de différent, mais complémentaire. Il nous dit, à mesure que le progrès général de la société avance, que les possibilités de consommation augmentent, une part de plus en plus grande de notre consommation va aux biens positionnels. Et les biens positionnels, vous savez évidemment ce que c'est, ce sont les biens qui sont intéressants pour celui ou celle qui les consomme, parce qu'ils permettent de se classer par rapport aux autres, de se distinguer des autres. Et à mesure que nos possibilités de consommation augmentent, nous sommes en quête de plus, parce que c'est seulement ce plus, autre chose, qui va nous permettre de nouveau nous distinguer de la masse du troupeau et d'être finalement digne de l'admiration et du regard des autres, si possible, le regard envieux de sa belle famille. C'est ça que nous dit Fred Hirsch. Et il donne cette métaphore. Il nous dit, voilà, imaginez une salle de concert où chacun, c'est pas comme au Monty, c'est pas bien organisé, on est tous de plein pied, chacun veut mieux voir la pianiste qui est sur la scène, et chacun du coup se place sur la pointe des pieds pour essayer de mieux voir, mais à la fin, tout le monde est très inconfortablement sur la pointe de ses pieds, personne ne voit mieux, et on n'a pas réussi finalement à se positionner mieux que les autres. Pour prendre un exemple peut-être plus parlant, la voiture, dans les années 50, permettait de se distinguer des autres. Elle était une source de libération parce qu'elle permettait d'aller vite d'un point à l'autre et les routes n'étaient pas encombrées. Aujourd'hui, dans les villes, la voiture n'est plus le moyen le plus commode pour aller d'un point à l'autre. Les routes sont encombrées, la pollution d'air est considérable et ça ne sert même plus à se distinguer des autres. Je dirais même que dans les villes, posséder une voiture, surtout une voiture trop puissante pour l'usage qu'on en fait, est maintenant vu avec un petit peu de suspicion. Et donc, c'est ça les limites sociales de la croissance, c'est que à mesure que la société devient plus opulente, davantage de nos profils de consommation se situent sur des biens positionnels dont la démocratisation, l'accès à tout le monde, réduit l'intérêt que le bien a pour chacun. Je pense par exemple encore au diplôme. Quand moi je suis sorti des études, avoir un master complémentaire à fortiori d'une université étrangère, c'était très rare, ça me distinguait. Aujourd'hui, moi je fais chaque année peut-être 150 lettres de recommandation, beaucoup de jeunes ont besoin d'un master complémentaire, non pas parce que le travail qu'ils font est vachement plus malin et intéressant qu'il y a 30 ans, mais parce que c'est la seule manière de rester dans la course. Le niveau général des attentes s'est élevé et on n'est plus capable de postuler à des emplois si on n'a pas ce master complémentaire comme tous les autres. Même si, en réalité, l'utilité de ce master complémentaire n'est pas évidente. Alors ceci, c'est un graphique, comme vous le voyez, fait de manière un peu artisanale par moi-même, qui explique un petit peu ce que je suis en train de vous dire. En bas, la flèche du temps. Ici, c'est l'utilité pour l'individu. Une société gagne en opulence, et à mesure que l'on se déplace vers une société plus prospère, les impacts environnementaux augmentent, l'empreinte écologique de la croissance devient plus importante, et en même temps, la satisfaction supplémentaire que l'on trouve dans l'augmentation des possibilités de consommation diminue. Et on est aujourd'hui au-delà de ce point où commence la contre-productivité de la croissance. Ce schéma a été en fait introduit par Herman Daly, un des fondateurs de l'économie écologique, anciennement de la Banque mondiale, et qui a fait beaucoup pour faire progresser notre compréhension de ces enjeux.
Alors je dirais que depuis peut-être 40 ans, 45 ans, on va chercher de la croissance comme elle est de plus en plus difficile à créer dans la mondialisation. Et beaucoup d'économistes sont en débat sur la question de savoir est-ce que la mondialisation finalement est une bonne chose ou une mauvaise chose. La réponse, en fait, doit être nuancée. L'auteur qui a fait le plus pour faire progresser notre compréhension des impacts de la mondialisation sur la croissance et ses bénéfices, c'est cet auteur, Branko Milanovic, qui enseigne à l'Université de New York et qui publie en 2016 cet ouvrage Global Inequality, qui est extrêmement original parce que, alors que d'habitude les économistes s'intéressent soit à la croissance des inégalités dans un pays, soit à la croissance des inégalités entre pays du Nord et du Sud typiquement, lui est parti de l'idée qu'on va prendre la population mondiale comme un tout, comme si nous étions un seul pays, et on va s'interroger sur ce que la mondialisation a eu comme impact sur une période 1988-2008, en gros entre la chute du mur de Berlin, le début d'une très forte mondialisation dans les années 90 et la grande crise financière de 2008-2009. Et sur cette période de 20 ans, quel a été l'impact sur les revenus des différents percentiles de la population mondiale? C'est-à-dire, il prend la population mondiale, les 8,3 milliards d'individus, il les divise en pourcents. Ici, c'est le pourcent le plus pauvre, tout à droite, c'est le pourcent le plus riche. Et ce n'est pas des pays ici, hein, c'est des individus. Et donc, vous pouvez avoir des Indiens très riches qui sont là et des Indiens très pauvres qui sont ici. Et que constate-t-il? C'est que sur ces périodes de 20 ans de mondialisation, certains ont beaucoup gagné. C'est le dos de l'éléphant. Ce sont, au fond, tous les gagnants d'une classe moyenne qui émerge en Chine, en Asie du Sud-Est, en Inde, dont les revenus ont augmenté de 60, 70, jusqu'à 80% au cours de cette période. Ils ont beaucoup gagné à la mondialisation. C'est notamment le cas d'une population importante, 1,2 milliard d'individus en Chine. D'autres aussi ont beaucoup gagné, c'est l'élite mondiale, qui a pu évidemment, voyant le globe comme un grand Monopoly, placer ses pions là où ils le souhaitaient, et ils ont gagné énormément à l'économie mondialisée des années 80 et 90. Et puis, il y a celles et ceux qui ont beaucoup moins gagné. Les personnes en grande pauvreté, qui n'ont pas du tout vu s'améliorer leur position, alors qu'autour d'eux, beaucoup de gens voyaient leurs revenus s'améliorer. Et puis, les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés dans les pays riches, dont les revenus sont encore supérieurs aux revenus de la classe moyenne chinoise, mais qui ont vu leurs revenus stagner pendant cette période, alors même qu'à côté d'eux, les grands entrepreneurs et entrepreneuses, les plus riches, ont vu leurs revenus augmenter, et que montaient dans le Sud les revenus des populations avec lesquelles ils se sentent maintenant en concurrence. Et ces travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés, dont les jobs sont faciles à délocaliser et à automatiser avec la robotisation et l'intelligence artificielle, ce sont ceux-là qui, aujourd'hui, sont les plus tentés par le vote populiste. Le vote Trump se situe là, le vote pour le Brexit au Royaume-Uni se situe là, le vote de beaucoup de personnes qui craignent le déclassement social dans nos pays se situe dans cette partie du schéma. C'est cela qui explique ce paradoxe sur lequel je suis tombé quand j'ai fait un rapport ultérieur pour les Nations Unies sur les rapports entre santé mentale et pauvreté, ce paradoxe qui explique, ou qui se traduit par le fait que dans les pays les plus riches, quand on se déplace vers la droite de ces deux schémas, les taux de dépression et d'anxiété augmentent. Ça paraît paradoxal. Après tout, si les sociétés deviennent plus riches, pourquoi donc les gens seraient-ils plus souvent victimes de dépression, d'anxiété, de ce qu'on appelle le burn-out en termes
un peu plus commun et journalistique. Mais la raison, c'est que l'augmentation de la richesse moyenne, l'augmentation de l'affluence moyenne dans la société, s'accompagne d'une peur du déclassement social, d'une anxiété sociale liée à la concurrence que les gens se font les uns les autres et de l'insécurité dans laquelle ils se trouvent par rapport à l'avenir. Pour comprendre cette augmentation des troubles de santé mentale dans les pays riches, Richard Leite a tenté d'étudier les raisons de ce lien entre la santé mentale. La santé mentale est meilleure dans les pays au-dessus et moins bonne dans les pays en dessous, et les inégalités. Ça, c'est les inégalités mesurées en coefficient Gini. Plus à droite, ce sont les pays les plus inégalitaires, plus à gauche, ce sont les pays où il y a une meilleure égalité des revenus. Et que constate Richard Leite, c'est que pour la santé mentale, ce qui importe, ce n'est pas la richesse moyenne, c'est le niveau des inégalités, ou si vous voulez, des inégalités. En fait, dans des sociétés où les inégalités sont plus fortes, qui sont plus à droite de ce tableau, les personnes qui sont moins bien classées dans l'échelle sociale ont peur du jugement des autres, vivent dans la crainte permanente de la stigmatisation, de la honte. On ne sait pas habiller bien ses enfants pour l'école, on ne sait pas équiper bien le gamin pour qu'il aille au foot, on ne sait pas lui payer la classe verte. Et ce sentiment-là est un sentiment qui explique que même dans des sociétés riches, mais inégalitaires, on craigne de ne pas pouvoir rivaliser avec les autres, même quand ses besoins élémentaires sont satisfaits, même quand on arrive à mettre de la nourriture sur la table. Et puis aussi et surtout, dans les pays les plus inégalitaires, ce qui se rétrécit, c'est ce qu'on appelle le capital social. Je reviendrai sur cette notion, mais le capital social, c'est au fond le ciment qui nous unit, qui nous permet de faire société, de nous faire confiance les uns aux autres. Et un lieu comme le Monti, un tiers-lieu comme le Monti, c'est exactement le genre d'outil qui permet de créer à l'échelle d'un territoire le capital social qui fait que les gens se sentent entourés, solidaires les uns des autres. Et qu'en période de crise, ils ont des personnes à qui parler. Je reviendrai sur ce point, mais donc ça explique, si vous voulez, que même dans les sociétés riches, et encore plus dans les sociétés riches, dès lors que la concurrence y est plus forte, liée à l'augmentation des inégalités, les taux de dépression et d'anxiété sont importants. Alors j'ai parlé du capital social. Je ne peux pas parler du capital social sans mentionner cet auteur, Robert Putnam, sociologue à l'université de Harvard, qui publie en 2000 un ouvrage magnifique, Bowling Alone, aller au bowling tout seul. Et Robert Putnam étudie dans cet ouvrage, au fond, le phénomène de l'individualisation dans la société américaine. Que constate Putnam dans son travail d'investigation? C'est qu'au cours des années 80-90, aux États-Unis, progressivement, les gens ont moins milité dans les partis politiques et les syndicats, ont consacré moins de temps aux activités bénévoles en soutien de réfugiés dans des maisons de la commune. Ils se sont beaucoup moins investis dans des démarches philanthropiques. Ils se sont moins invités les uns chez les autres, entre voisins. Ils se sont moins investis dans l'action collective. Et tout cela, Robert Putnam appelle ça le capital social qui s'est effrité. Pourquoi? Putnam mène son livre comme une véritable enquête et il débouche sur des conclusions que je peux résumer sur un schéma. Le schéma est de moi, mais les chiffres viennent de lui. Il nous dit la première raison pour laquelle le capital social s'est dilué, s'est rétréci aux États-Unis, la société est devenue beaucoup plus individualiste, c'est le rôle du travail. D'abord, on continue à travailler beaucoup, mais surtout, on a tellement peur de ne pas être
performant dans son travail, de ne pas être à la hauteur des attentes de l'employeur. On a tellement peur d'être le prochain sur la liste des licenciements collectifs qui s'annoncent avec la crise économique, que l'on investit beaucoup d'énergie dans le travail et on a du coup moins de disponibilité pour le reste. Donc les évolutions du monde du travail, la précarisation du travail, l'obligation d'aller de petit job en petit job et de compléter des jobs mal payés par d'autres jobs mal payés, explique en partie ce rétrécissement du capital social. Deuxièmement, il y a l'organisation de l'espace. Ce que constate Putnam, c'est que nos vies, de plus en plus, se répartissent sur des territoires importants. Auparavant, si vous voulez, on habitait dans un endroit à quelques centaines de mètres de là où on travaillait, l'école des enfants était à l'autre bout de la rue et on y allait à pied et on faisait ses achats auprès de commerces locaux. On passait très peu de temps dans les déplacements et toute la vie était concentrée sur un périmètre relativement restreint. Aujourd'hui, avec l'étalement urbain, avec la démocratisation de l'accès à la voiture individuelle, avec le développement de centres commerciaux et la recherche parfois de la meilleure école pour ses enfants, on habite sur des territoires de plus en plus étendus. D'ailleurs, les gains qu'a permis la voiture individuelle en termes de temps gagné dans le déplacement est complètement annulé par le temps que l'on passe dans les embouteillages et dans les navettes. Et un des calculs auxquels Putnam procède, c'est l'impact sur la disponibilité pour travailler avec des voisins, créer des initiatives et recréer du capital social. Il nous dit, chaque fois qu'on consacre 10 minutes de plus à des navettes quotidiennes, on a 10% de moins de temps à consacrer à se voir entre voisins. Et donc, faites le calcul, si vous avez 1h40 de navette quotidienne, il vous reste 0% de temps à consacrer à construire quelque chose avec les voisins. Donc, l'étalement urbain, le fait que nous soyons dans des vies de plus en plus schizotopiques, comme disait Günther Anders, est une explication de ce délitement du capital social. L'organisation de l'espace est aussi importante pour d'autres raisons. Quand on a des vies comme ça, réparties sur des grands espaces, on est moins solidaire du territoire que l'on habite. J'ai cru comprendre dans mes conversations tout à l'heure avec Marianne, Yves et Olivier qu'à Genappe, il y avait beaucoup de gens quand même dont les emplois étaient à l'extérieur de Genappe, donc ce sont des gens qui ne sont pas spontanément solidaires du territoire, où certes ils vont dormir, mais où ils n'ont pas par ailleurs beaucoup de centres d'intérêt, donc c'est un autre enjeu. Il y aurait beaucoup à dire sur l'aménagement de l'espace urbain et la possibilité d'améliorer la mixité sociale, mais je vais m'en tenir à cela pour l'instant. Alors, troisième facteur que repère Putnam, c'est la télévision, on dirait aujourd'hui les écrans. C'est absolument sidérant de voir le temps que l'on passe sur les écrans, notamment les adolescents. Enfin, c'est à peine croyable quand on lit les statistiques, donc je vous les épargne, j'ai du mal moi-même à les retenir tant elles me sidèrent. Et ce temps, évidemment, peut être utile pour rejoindre des communautés virtuelles et pour jouer aux échecs avec quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande, mais ça vous prive de l'intersubjectivité qui caractérise l'action collective à l'échelle locale. Donc c'est un vrai problème pour le capital social que d'être constamment happé par ces communautés virtuelles plutôt que réelles que l'on découvre à travers les réseaux sociaux. Quatrième raison que mettait en avant Robert Putnam, c'est le changement de génération. Il étudie la société américaine dans les années 80 et 90. Les générations des années 60 et 70 avaient milité contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques, et c'était une période d'engagement militant très forte. Mais ces combats ont été largement perdus. La société de consommation a continué de progresser comme si de rien n'était. Et sans doute, les personnes arrivées à l'âge adulte au début des années 2000, à la fin des années 90, en ont-elles tiré la conclusion que finalement, il était peut-être
illusoire de se battre pour le collectif, de militer dans des ONG, dans des syndicats, dans des partis politiques. C'est en tout cas une explication que retient Putnam. Putnam n'explique pas tout, et il reconnaît lui-même qu'il y a une partie de ce délitement du capital social qui ne parvient pas à bien expliquer. Je pense pour ma part que la croissance, à la même période des années 80-90, des inégalités peuvent expliquer cela. Vous connaissez sans doute le travail remarquable de Kate Pickett et Richard Wilkinson, The Spirit Level, publié en 2009, traduit en français sous le titre Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, chez Ethiopia. Et Kate Pickett et Richard Wilkinson ont été intéressés à comprendre pourquoi certaines sociétés réussissaient mieux que d'autres à relever les défis, perte de confiance, violence, grossesse non désirée, obésité, etc., qui les affectent ou qui devraient les mobiliser. Et il commence par nous montrer ce graphique. Vous avez sur l'axe horizontal le PIB, le revenu national par personne, à droite les pays les plus riches, à gauche les pays les plus pauvres. Et vous avez sur l'axe vertical un index qui reprend toutes ces données, où la performance des pays par rapport à des enjeux comme la création de la confiance, la réduction de la violence, etc., est évaluée. Les pays qui s'en sortent le mieux sont en bas, et les pays qui s'en sortent moins bien sont au-dessus. Et que nous raconte ce graphique? Eh bien, il ne nous apprend rien du tout. Il n'y a pas de corrélation. Ce n'est pas parce qu'un pays est riche qu'il fait beaucoup mieux sur l'axe vertical. Et ce n'est pas parce qu'un pays est pauvre qu'il fait beaucoup moins bien. Donc, les USA, par exemple, sont très riches, mais ils ont une performance très mauvaise sur cet index. À l'inverse, le Japon, la Suède sont 2 fois moins riches, je ne vais pas dire plus pauvres, 2 fois moins riches que les États-Unis, et pourtant leur performance est bien meilleure en termes de capacité des sociétés à relever les défis qui leur sont posés. Et quand on prend les mêmes pays en se posant la question du niveau des inégalités, là, on apprend qu'il y a une corrélation très forte. Les pays où les inégalités sont les plus fortes, à droite de votre graphique, comme les États-Unis, le Portugal, le Royaume-Uni, sont les pays où la performance est la moins bonne. À l'inverse, les pays les plus égalitaires sont les pays qui s'en sortent le mieux. La Belgique est plutôt dans une bonne moyenne sur ce schéma. La Belgique est un pays relativement égalitaire et qui réussit beaucoup mieux qu'aux États-Unis et aussi bien que la plupart des pays européens à relever des défis tels que ceux que vous avez sous les yeux. Donc, retenons que la manière dont on organise le travail, la manière dont on organise l'espace, la manière dont on se rapporte au numérique, la manière dont on entretient le goût de la militance et les inégalités ont un impact sur notre capacité à créer et entretenir le capital social, ce ciment qui nous permet de nous vivre comme appartenant à une communauté où les gens sont solidaires les uns des autres. C'est cela qui intéresse aussi, encore qu'il n'y fasse pas allusion de manière explicite, Anne Keyes et Angus Deaton. Comme Kate Pickett et Richard Wilkinson, c'est un couple dans la vie. Angus Deaton, à droite, est un économiste spécialiste de santé publique, prix Nobel d'économie pour ses travaux. Et Anne Keyes et lui ont publié en 2020 un ouvrage qui est traduit en français sous le titre Mort de désespoir et l'avenir du capitalisme. Et dans cet ouvrage, Angus Deaton et Anne Keyes s'intéressent à un phénomène incroyable, inédit dans l'histoire de la civilisation. Une partie de la population a vu son espérance de vie se réduire. On n'avait jamais vu ça. Sauf en période de guerre ou d'épidémie, les progrès de la médecine, de la nutrition, etc., fait qu'en général, on a une espérance de vie qui augmente. Aujourd'hui, l'espérance de vie est bien meilleure qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Mais, ce que font remarquer Anne Keyes et Angus Deaton, c'est que il y a une partie de la population aux États-Unis qui voit son espérance de vie chuter.
ce sont les Blancs qui n'ont pas de diplôme universitaire, donc dont le diplôme est au maximum un diplôme d'études secondaires, et qui, âgés de 50 à 54 ans, donc, ont un taux de mortalité qui augmente, alors que pour les autres groupes de la population américaine, ce taux de mortalité, en fait, a diminué au cours des 15 ou 20 dernières années. Comment l'expliquer? Ce que constatent Anne Keyes et Angus Deaton, c'est que génération après génération, ça c'est la cohorte née en 1935, née en 1940, née en 1950, etc., génération après génération, les taux de mortalité liés à l'usage de drogue, l'abus d'alcool ou le suicide n'ont cessé d'augmenter. Pour ce groupe de la population, et il constate que ce phénomène affecte un peu plus les hommes en bleu que les femmes, mais affecte surtout beaucoup plus les hommes et les femmes qui n'ont pas de diplôme universitaire que les hommes et les femmes qui ont un diplôme universitaire. Ce sont les lignes du bas. Comment l'expliquer? Ce que Anne Keyes et Angus Deaton en fait mettent en lumière, c'est qu'il y a aux États-Unis un groupe de la population, les travailleurs et travailleuses blancs relativement faiblement qualifiés, qui se sentent redondants dans la société américaine. Ce sont des jobs aisés à automatiser, ce sont des jobs aisés à délocaliser, et les gens qui craignent d'être redondants, qui craignent d'être mis au chômage, qui craignent d'être remplacés par des machines, sont des gens qui n'ont plus de raison de se projeter dans l'avenir. Alors, parfois ils se suicident, ou parfois ils adoptent des comportements autodestructeurs, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, notamment d'opioïdes, qui réduisent leur espérance de vie. Pourquoi est-ce que ce sont surtout les Blancs qui sont affectés quand il s'agit de travailleurs et travailleuses avec des faibles niveaux de qualification? C'est parce que, sans doute, mais ça, ce n'est pas une explication que donnent Angus Deaton et Anne Keyes, mais dans d'autres communautés, les hispanos, les latinos, comme on dit aux États-Unis, au sein des Noirs américains, on a beaucoup plus de liens sociaux. On va ensemble à l'église ou dans d'autres fêtes communautaires, on se soutient les uns les autres, et par ailleurs, s'agissant en tout cas des Noirs américains, la situation socio-économique de ce groupe de la population s'est améliorée au fil des années, alors que celle des Blancs faiblement qualifiés a plutôt décliné. Et donc, en fait, ce que nous disent Anne Keyes et Angus Deaton, c'est qu'il y a une partie de la population qui a peur de l'avenir et qui du coup recourt à des stratégies autodestructrices. Mon troisième message, c'est que si la croissance produit tous ces effets pervers, crée des dépressifs, des anxieux, des anxieuses, explique cette épidémie de burn-out, explique ce suicide à petits pas auquel des groupes entiers de la population recourent aujourd'hui, on doit pouvoir faire mieux. Et ceci d'autant plus que la croissance a des impacts environnementaux qui ne peuvent plus être ignorés. Alors, au sein des Nations Unies, je vous le dis en toute honnêteté, on continue de croire à l'idée de croissance verte. On continue de croire qu'on peut augmenter le PIB tout en réduisant notre empreinte environnementale. Et l'idée, au fond, c'est que grâce aux bonnes technologies propres, vertes, on va pouvoir continuer à consommer, à produire comme si de rien n'était, en consommant moins de ressources, en produisant moins de déchets, de pollution dans les systèmes pour que les écosystèmes les absorbent. Et on pense que les ingénieurs, au fond, vont nous sauver. Je crois que c'est profondément trompeur. L'économie présentée dans les manuels de sciences économiques, c'est des relations entre les entreprises et les ménages. Les entreprises proposent du travail à des travailleurs et travailleuses contre salaire. Ce salaire est dépensé pour acheter les produits, biens et services que les entreprises produisent. Et c'est ce duopole, finalement, qui constitue la vie économique. Mais évidemment, la vie économique, c'est aussi le métabolisme d'un système qui consomme des ressources, qui réduit
la biodiversité, qui tue le vivant pour nourrir la bête, si vous voulez, et qui produit des déchets de la pollution, y compris des gaz responsables de l'effet de serre qui cause le réchauffement de la planète. L'idée qu'on pourrait, à l'infini, augmenter la taille de l'activité économique sans augmenter les ressources que l'on puise dans les écosystèmes et les déchets et pollutions que l'on y déverse, me paraît totalement irréaliste. Alors, ce qui est vrai, c'est que certains pays dont le taux de production de gaz à effet de serre par personne est le plus élevé, ont réussi depuis une vingtaine d'années à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en ayant une certaine croissance économique. Donc ils réussissent ce qu'on appelle le découplage absolu entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre, en équivalent de dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère. Mais ça ne concerne que les pays les plus riches, qui avaient beaucoup de progrès à faire et qui pouvaient très facilement réduire des émissions excessives, grâce aux technologies qu'en plus il faut se payer. Ça ne concerne qu'un impact écologique, ou une limite planétaire par rapport à 9 limites planétaires que les scientifiques ont étudiées. Ce découplage absolu entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre ne veut pas dire que les pays qui sont dans cette trajectoire réduisent leur destruction du vivant, de la biodiversité, réduisent d'autres formes de pollution, réduisent leur ponction de ressources non renouvelables puisées dans les écosystèmes. Bref, il y a toute une série d'impacts environnementaux à notre mode de consommation et de production qui ne sont pas intégrés dans cette idée que parce que certains pays ont réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, nous serions sur la voie d'un découplage absolu entre croissance économique d'une part et empreinte écologique d'autre part. Je relève d'ailleurs que même simplement si on s'intéresse uniquement aux émissions de gaz à effet de serre, et à ces poignées de pays industriels qui ont réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, cela ne veut absolument pas dire que nous soyons sur une trajectoire soutenable. Vous savez, en 2023 et 2024, on a émis davantage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que jamais auparavant, et en plus, on augmente encore plus vite qu'auparavant nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et pour ces pays riches qui réussissent le découplage absolu, c'est cette trajectoire qui est identifiée ici par Joachim Vogel et Jason Hickel dans un article de 2023. Pour réduire suffisamment leurs émissions de gaz à effet de serre dans le respect des limites de l'accord de Paris et du principe d'équité entre pays pauvres et pays riches, il faudrait que cette réduction corresponde à la ligne bleue qui est ici pour une neutralité carbone 2050. Et ce n'est pas du tout sur cette trajectoire qu'on est plutôt sur la trajectoire rouge que vous avez ici. En d'autres mots, non seulement le découplage absolu n'existe que pour une poignée de pays dans un seul domaine, celui des émissions de gaz à effet de serre, mais même ce découplage tel qu'il s'opère aujourd'hui ne suffit pas à rester sur une trajectoire soutenable. C'est ce que nous dit le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, créé, vous le savez, en 1988 pour alerter les gouvernements sur les impacts des émissions de gaz à effet de serre. Bien que le découplage absolu ait permis de réduire les émissions annuelles dans un cinquième de ces 116 pays analysés, les émissions récentes contribuent toujours à une augmentation de la concentration atmosphérique de carbone. Le découplage absolu ne suffit pas à éviter de consommer le budget d'émissions de CO2 restant sous la limite du réchauffement climatique de 1,5 degré centigrade par rapport à l'ère pré-industrielle, qui est la limite fixée par l'accord de Paris. Mon quatrième message, je vais aller plus vite, bien qu'il ait l'air un peu plus long ici sur la slide, mais en fait c'est rapide, vous allez voir, c'est que on est tellement obsédé par l'idée de créer de la croissance, d'augmenter le PIB, qu'on fait une série de choix politiques qui en fait deviennent contre-productifs et annulent le bénéfice même qu'on espérait tirer de l'augmentation de la richesse monétaire.
En fait, que peut-on dire? On peut dire que, d'une certaine manière, l'augmentation du PIB, dont on attend une série de miracles, ça va permettre d'augmenter les salaires, ça va permettre de créer des emplois, ça va permettre de financer les services publics, de financer la protection sociale grâce à la richesse monétaire que l'on a créée, ça va permettre d'investir dans les énergies renouvelables, dans l'isolation des bâtiments, bref, dans une politique de transition énergétique et environnementale. Cette augmentation du PIB, on la poursuit par des moyens qui deviennent contre-productifs. Car que fait-on aujourd'hui au nom du PIB? Eh bien, on flexibilise le marché du travail, on crée une série de mini-jobs et de flexi-jobs, créant de l'anxiété parmi les travailleurs et surtout les travailleuses concernées. On conclut des accords de libre-échange qui exposent les petites et moyennes entreprises à une concurrence mondiale par rapport auquel ils se sentent totalement désemparés. Et l'on crée une insécurité dans le chef des travailleurs et travailleuses dont les jobs sont aisément délocalisables. On investit dans des technologies qui, au lieu de créer de l'emploi, vont détruire de l'emploi en renforçant, en augmentant la productivité du travail. Et donc il faut, dans une sorte de course interminable, il faut créer du PIB pour donner des emplois aux travailleurs et travailleuses qui sont en fait rendus redondants par l'investissement que la croissance du PIB permet de faire dans des technologies qui améliorent la productivité. Et on crée ce qu'on appelle, c'est un euphémisme commode, un climat favorable à l'investissement, ce qui veut dire en fait que pour attirer des investisseurs et garder les entreprises sur le territoire, on réduit la fiscalité sur les entreprises, on déréglemente, et ceci dans l'espoir, une fois de plus, d'augmenter le PIB. En d'autres mots, c'est ce que dit l'OCDE dans une étude de 2020, au-delà de la croissance vers une nouvelle approche économique, qui nous disent les progrès attendus d'une hausse du PIB peuvent souvent être compromis par la manière dont ils sont générés, en particulier pour les personnes à faible revenu, ayant un travail plus précaire, et lorsque la consommation privée est privilégiée par rapport à la fourniture de biens publics. C'est cela aussi la contre-productivité de la croissance. Mon cinquième message, c'est que oui, une approche différente de la lutte contre la pauvreté est possible. Et dans le rapport que j'ai remis aux Nations Unies, j'essaye, avec beaucoup de modestie et conviction néanmoins, de mettre en avant une série de pistes pour sortir du système dans lequel on est pris. Mais vous savez, les spécialistes de la transition savent que la trajectoire dans laquelle nous sommes est un piège qui s'est refermé sur nous, où différents composantes du système se renforcent mutuellement. Ce schéma, si vous allez à quelques conférences sur la transition, vous le verrez souvent apparaître. C'est un schéma qui montre le caractère systémique du défi qui est le nôtre. Et c'est important de comprendre que les choix socio-techniques qui ont été faits pour créer de la richesse, pour réaliser des économies d'échelle, pour améliorer la productivité du travail, etc., ont conduit à l'émergence de grands acteurs économiques qui dictent leurs conditions au reste du marché et qui, grâce précisément aux économies d'échelle qu'ils réalisent, captent des parts de plus en plus importantes du marché, façonnant nos manières de consommer, nos choix de consommateurs grâce à l'outil de la publicité et de la confusion entre les besoins et les désirs. Et finalement, ces acteurs sont devenus tellement importants parce que c'est là qu'on crée de l'emploi, c'est là qu'on produit en masse pour la consommation de masse, que finalement, ils ont l'oreille des politiques. Et ils dictent au gouvernement les choix de politique fiscale et économique et d'aménagement du territoire qui leur bénéficient. Et bien entendu, ils soufflent aussi à l'oreille du gouvernement qu'il faut investir dans ces technologies qui réduisent le besoin de travailleurs et travailleuses. Donc c'est systémique, ce qui à la fois est problématique parce que tous ces choix, toutes ces trajectoires se renforcent, économiques, culturelles, techniques et politiques, et en même temps, on a différents leviers à partir desquels agir
pour entailler des brèches dans ce système. Alors, concrètement, dans le rapport que j'ai remis aux Nations Unies, je mets en avant 5 ou 6 pistes que je vais brièvement rappeler. 1. Au lieu de se focaliser sur la croissance de la richesse, l'augmentation du PIB, focalisons nos efforts sur la réduction des inégalités. Vous savez, indépendamment du fait que les plus riches ont une empreinte écologique infiniment plus importante que les plus pauvres, le problème des inégalités, c'est que la machine économique est très inefficiente dans l'usage qu'elle fait des ressources rares qui sont à notre disposition. C'est un peu compliqué à comprendre et à expliquer, donc je vais me permettre d'être un peu plus précis sur ce point. Si vous avez une société fortement inégalitaire, des gens très riches au-dessus et des gens précarisés en bas de l'échelle sociale, au fond, on va produire en fonction de la demande qui s'exprime. Mais la demande de qui? Pas des personnes précarisées, mais en fonction de la demande des plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui leur permet de commander l'usage de ressources pour satisfaire leurs désirs. Donc plus vous avez une société avec des fortes inégalités, plus on va construire des villas à 4 façades avec piscine, des voitures superpuissantes, des jets privés, en même temps qu'on n'aura pas d'argent pour les logements sociaux, pour l'investissement dans les transports en commun, ou pour des biens publics qui servent aux ménages précarisés. En fait, la machine économique ne répond pas aux besoins, et certainement pas aux besoins des plus pauvres. La machine économique répond à la demande exprimée en pouvoir d'achat par les plus riches, qui peuvent gagner, au fond, les enchères que constitue une économie de marché. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une situation paradoxale, où le travail hyper important des infirmiers, infirmières, des institutrices, des instituteurs, des médecins, etc., est sous-valorisé, parce que c'est notamment les personnes en pauvreté qui bénéficient de ces services-là, alors que le travail des private bankers, des traders et des conseillers fiscaux va être très bien rémunéré, parce que les riches peuvent se permettre de rémunérer ces professions. Okay? Donc la croissance des inégalités est un problème, parce qu'elle fait qu'on ne valorise pas ce qui doit l'être, et que l'on utilise de manière très peu efficiente les ressources à notre disposition, les désirs, y compris les plus frivoles, des plus riches, l'emportant sur la satisfaction des besoins élémentaires des personnes en pauvreté. Alors, le deuxième message, c'est que la transition écologique peut en fait aller de pair avec la justice sociale. On a tendance à opposer les deux objectifs, à dire, après tout, si on veut accélérer la transition écologique, ben, il y a des ménages qui vont devoir payer plus cher l'électricité, l'agriculture bio va être inabordable pour celles et ceux qui veulent s'alimenter bio, etc. Et en plus, si on investit dans la transition écologique, énergie renouvelable, isolation des bâtiments, etc., on aura moins d'argent pour les politiques sociales. Donc on a tendance à opposer ces combats. Or, on peut concevoir une transition qui, en fait, soit un levier de justice sociale. Et ceci à condition de miser sur des mesures qui présentent 3 caractéristiques que j'ai tenté de mettre en avant dans un rapport fait au moment de la crise du Covid-19, où les Nations Unies se posaient la question comment reconstruire en mieux, building back better, que faire pour reconstruire après la crise du Covid des sociétés plus durables et prospères au sens social du mot. Et j'ai tenté dans ce rapport, dans des domaines comme la mobilité, l'énergie, l'alimentation ou le bâtiment, de mettre en avant ce qu'on appelle des mesures à triple dividende, qui créent de l'emploi, qui réduisent l'empreinte écologique et qui mettent les biens et services nécessaires à une vie décente à la portée des ménages les plus précarisés. Par exemple, l'investissement dans le transport en commun, ça crée de l'emploi pour conduire les bus, les trams, les trains, entretenir les rails, le rail, etc. Cela réduit évidemment l'impact écologique de notre mobilité en réduisant la pollution de la voiture individuelle, et cela permet de mettre le droit à la mobilité
à la disposition des personnes les plus précarisées. Donc, une transition juste conçue ainsi est concevable et c'est certainement une piste vers laquelle on doit aller. Le rapport contient des propositions en matière de fiscalité. Parce qu'évidemment, la question qu'on pose tout le temps, c'est, mais si vous voulez qu'on arrête de miser sur la croissance, où est-ce qu'on va trouver les financements nécessaires pour les services publics, la protection sociale, l'investissement dans les transports en commun ou les énergies renouvelables? Et la réponse est que jusqu'ici, la fiscalité repose sur l'activité économique, le travail, les entreprises, mais on ne taxe pas du tout autant qu'on le pourrait le patrimoine, la richesse accumulée. Et les inégalités de patrimoine, comme l'a montré Thomas Piketty, sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus. Donc si on taxe le patrimoine immobilier, les actifs financiers, et que par ailleurs on taxe les activités nocives, toxiques, comme les transactions financières, on peut mobiliser des montants importants pour que l'État puisse continuer à rendre service à la population. J'ai été sidéré de voir, dans une étude que j'ai faite pour les Nations Unies sur la perpétuation de la pauvreté d'une génération à l'autre, que sur 35 pays de l'OCDE, que j'ai pu examiner sous cet angle, dans 24 pays, il n'y avait pas d'impôt sur les successions. Donc les parents pouvaient donner à leurs enfants, les enfants pouvaient hériter de leurs parents lors du décès, 0% d'impôt. Et évidemment, c'est une source majeure de perpétuation des inégalités, des privilèges comme de la pauvreté. Et il y a là énormément de travail à faire en réformant la fiscalité. Ce n'est pas exactement dans cette direction que vous allez. Troisième piste, évidemment, c'est la consommation. Nos actes de consommation aujourd'hui sont largement dictés par à la fois la publicité, mais aussi cette obsolescence programmée qui est pas seulement technologique, mais qui est aussi sociale. Je veux dire par là que vous avez l'air d'un dinosaure si vous avez encore, non pas un smartphone, mais un vieux téléphone mobile, vous savez, ou même une génération antérieure de l'iPhone, etc. Donc, lutter contre cette surconsommation avec des mesures fortes pour éliminer la publicité dans les espaces publics ou pour certains produits me paraît devoir faire partie de la palette des solutions. Quatrièmement, en matière de travail, on peut faire beaucoup plus pour soutenir l'économie sociale et solidaire, y compris avec les principes de démocratisation de la prise de décision, de partage équitable des bénéfices et surtout de prise en compte des impacts sociaux et environnementaux de la production. Il n'y a aucune raison pour que toute l'économie ne respecte pas les principes de l'économie sociale et solidaire. Et dans un autre rapport, mais ça converge, je fais aussi une proposition pour que les salaires soient définis en fonction de l'utilité sociale des métiers. Pour que finalement, les métiers qui contribuent le plus à la communauté, dans les domaines de l'éducation, du care, de l'agriculture et de l'alimentation, soient bien mieux valorisés, et pour qu'on valorise beaucoup moins ce qui aujourd'hui est très bien rémunéré, mais qui en fait est toxique pour l'économie. Par exemple, le travail des conseillers fiscaux ou le travail des traders en bourse. Voilà, je n'en dis pas davantage. Enfin, cinquième point, les politiques commerciales doivent être alignées sur les objectifs de transition que nous poursuivons à l'échelle locale, territoriale. Bon, ce livre, publié il y a une dizaine d'années, est le résultat d'une demande qu'à l'époque, Jean-Marc Nollet, qui était ministre du Développement durable de la région wallonne, m'avait demandé. Et c'est un livre qui cherche à montrer qu'en fait, on peut introduire dans les politiques commerciales des conditionnalités liées au respect de standards environnementaux et des normes sociales, des normes du travail, qui viennent des conventions de base de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. C'est parfaitement compatible avec les règles de l'OMC, et c'est tout à fait différent du protectionnisme xénophobe et nationaliste
de l'administration Trump aujourd'hui. Que fait aujourd'hui l'administration Trump? Elle menace ses partenaires commerciaux d'une augmentation brutale des taxes à l'importation aux États-Unis, dans l'espoir de relocaliser la production aux États-Unis et dans l'espoir d'obtenir des concessions de la part de partenaires commerciaux pour favoriser l'exportation de produits américains chez eux. C'est un protectionnisme néo-mercantiliste, agressif et absolument guidé par un objectif nationaliste et égoïste. Mais on n'est pas obligé de choisir entre le libre-échange sans règles, d'une part, et ce protectionnisme xénophobe, d'autre part. On peut avoir des politiques commerciales indexées sur les normes sociales et environnementales, sur les objectifs que les Nations Unies se sont donnés avec les objectifs de développement durable, en disant on va favoriser les produits qui respectent les conditions du travail décent, favoriser les produits qui contribuent à la santé des sols, à la réduction de la pollution, des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. On peut introduire ce qu'on appelle des conditionnalités sociales et environnementales dans les politiques commerciales. Et du coup, le commerce devient un outil au service du développement durable. Et croyez-moi, l'Union européenne, avec ses 21% de PIB mondial qu'elle représente, pourrait faire bien davantage pour favoriser non pas le moins-disant social et environnemental, mais favoriser au contraire une course vers le haut en récompensant ses partenaires qui font davantage pour respecter les normes de l'OIT en matière du travail et les accords environnementaux qui sont négociés au sein des Nations Unies. Une politique commerciale peut être indexée sur ces objectifs. Voilà. Je terminerai en disant, c'est mon dernier point, qu'aux Nations Unies, ce débat sur la post-croissance est lancé. On espère, avec beaucoup d'humilité, mais néanmoins, on espère influencer marginalement l'agenda 2030-2045 des Nations Unies quand il faudra renégocier les objectifs de développement pour cette période-là, en créant une alliance de syndicats, d'ONG qui convergent pour une société post-croissance. Et les deux objections principales que l'on entend sont les suivantes. Un, beaucoup de pays sont encore fortement endettés et donc ont besoin de croissance pour que le poids de la dette soit soutenable. Votre dette est beaucoup plus difficile à rembourser si vous n'avez pas une économie qui croît en volume. Donc, la restructuration et l'effacement des dettes est une condition pour aller vers une société post-croissance, et il faut le faire vite. Il y a des débats heureusement nationaux sur cette question. Comme vous l'imaginez, beaucoup de résistances se font jour. Et la deuxième objection, c'est que même si la post-croissance est peut-être possible, voire même désirable dans les pays riches, pour les pays en pauvreté à faible revenu, il faut encore de la croissance parce qu'on doit construire des routes, développer des infrastructures, des silos pour le stockage du grain, etc. Et donc ces pays-là ont besoin de croissance. Et comment éviter que la décroissance dans le Nord n'ait un impact négatif sur les perspectives de développement pour les pays du Sud? Là encore, il y a des réponses qui consistent à stimuler un mode de développement beaucoup plus centré sur la demande interne dans les pays du Sud et miser sur le commerce sud-sud plutôt que le commerce sud-nord. Mais aujourd'hui, les dépendances sont telles que si l'activité économique se ralentit dans les pays de l'OCDE, les plus impactés, parce qu'ils sont les moins capables de se protéger, ce sont les pays du Sud, dont le développement a reposé depuis 60 ans, depuis la fin de la colonisation, sur l'exportation vers les marchés des pays de l'OCDE. Et donc, il faut vraiment que cette interdépendance se réduise peu à peu, ça prendra des années. Il faut un détachement progressif des économies du Sud par rapport à la croissance du Nord. Celle-ci est devenue mortifère et contre-productive. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je me réjouis d'entamer avec vous ce dialogue.
revoir.